Je vais avoir 90 ans en avril prochain. L'essentiel de ma vie s'est passé à Marseille où habitaient mes parents. Mais mes grands-parents, et je vais vous raconter mes arrière- et arrière-grands-parents, étaient déjà au Gravas à cette époque. C'est le grand-père de mon grand-père, donc le père de mon arrière-grand-père, qui a acheté cette partie du Gravas, là, qui longe la route, et puis après d'autres morceaux du Gravas, mais en 1882. Donc la famille est là depuis 1882. D'accord. Le Gravas étant auparavant un logis seigneurial, puis une auberge, jusqu'en 1840, une auberge, et ensuite l'auberge a été vendue. D'ailleurs, le Gravas a été divisé en 5 lots par un marchand de biens de Sisteron qui s'appelait Monsieur Faudon et qui a vendu par lot le Gravas. Donc c'est le père de mon arrière-grand-père qui en 1882 a acheté cette partie-là du Gravas où j'habite. Et la même année, il a acheté, au fond, il y a une cour là que nous verrons peut-être tout à l'heure, au fond de la cour, un petit logement pour son fermier, parce que lui ne cultivait pas la terre, et il avait acheté des terres aussi, et donc un fermier. Et moi j'ai toujours entendu parler de cette maison, on l'appelait la maison du Jacques. Je suppose que le dernier fermier s'appelait Jacques. Voilà, la maison du Jacques qui est au fond de la cour. Et vous connaissez bien l'histoire de toute la maison, enfin de tout le bâtiment? À peu près, oui. À peu près. Oui, oui. Avant ça, comment on en est arrivé là, à ce que vous racontez? Comment on est arrivé à l'achat de... Non, depuis, je sais pas, le Moyen-Âge, ça existe depuis... Ça a été un logis seigneurial, puis ensuite, au XVIIe siècle, la poste, le service de la poste a été organisé. Louis XIV a organisé un service de la poste, parce que autrefois c'était les uns les autres, des seigneurs qui partaient à cheval, qui transportaient les courriers. Petit à petit, ça s'est modernisé, et Louis XIV a créé vraiment le service de la poste. Et le Gravas est devenu un relais de poste. Or, dans un relais de poste, il y avait tout ce qu'il fallait pour changer les attelages, parce qu'on changeait de chevaux au relais. Et puis il y avait évidemment, parce que comme de plus en plus ça s'est modernisé si on peut dire, au XIXe siècle, la poste transportait aussi des voyageurs. Donc cette partie-là qui avait dû être seigneuriale, enfin qui servait parce que le seigneur n'habitait pas là, il habitait au château d'Aubignosc, mais ici c'était un logis seigneurial où habitaient je ne sais pas qui y habitait, mais on élevait ici les chevaux du seigneur. Voilà. D'où les grandes cours, les grandes écuries. Et les tours, vous me disiez. Et les tours. Et la tour seigneuriale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette tour seigneuriale? C'est ma cuisine maintenant. Ma cuisine est étage au-dessus. Voilà. Et vous me disiez, il n'y a que les seigneurs qui ont le droit de bâtir. Ah oui, avec les nobles. Les nobles. Il fallait être noble pour avoir une tour. Bon, il y a eu des nobles, ça n'a pas duré. Ça a duré jusqu'à ce que des roturiers achètent le Gravas morceau par morceau. Est-ce que tu connais l'origine du mot Gravas? Non, je pense que ça vient de gravier, grave, de pierre. Oui. C'est le bas de la montagne de Lure, et c'est très pierreux. Les champs sont pleins de pierres d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est de pierre, de mauvaise pierre. Et donc, qui ont abrité des moutons par la suite. Ouais. Donc, si on fait une espèce de petite synthèse, c'est d'abord un bâtiment annexe du château d'Aubignosc. Au XVIIe siècle,
Ça devient un relais de poste avec une auberge. Et l'auberge était ici. Hein. L'auberge était ici. Les grandes cuisines étaient en bas. On arrivait par un escalier interne. On arrivait dans mon placard, là. Et ici, il y avait les chambres. Alors, il paraît que les chambres, encore longtemps, puisqu'on m'en a encore parlé, il y avait une espèce de couloir, là, par là, du côté ouverture. Puis, il y avait des cases avec des lits. Mais c'était ouvert et on couchait enfin, ça on m'a raconté, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'on couchait des fois avec quelqu'un qu'on n'avait pas connu avant. Ça, c'était les auberges le long des routes. L'auberge espagnole. Tout ce Gravas, il avait dû être acheté par quelqu'un qui avait des biens, qui avait de l'argent. Et c'est au moment où l'auberge s'arrête de fonctionner, tout appartenait il y avait 1856 mètres carrés dans le Gravas, qui appartenait à une Madame Mégy, qui a tout vendu. Et c'est comme ça qu'elle l'a vendu à quelqu'un de Sisteron, qui vendait des biens, qui a divisé le Gravas en 5 morceaux et qui l'a vendu à 5 propriétaires différents. Au moment où votre famille... c'est le moment où... C'était avant même. Il y a eu dans cette partie-là, il y a eu un premier propriétaire qui s'appelait Achard. Alors on appelait cette maison la maison Achard. Et c'est donc le grand-père de mon grand-père qui a acheté en 1882 cette partie-là. Voilà. Et pour son fermier, la maison du fond de la cour. Ah, parce qu'il avait un fermier qui s'occupait de... Il avait un fermier parce qu'il ne cultivait pas, parce que dans ma famille, on est devenu rapidement fonctionnaire. Je vais vous raconter ça. Oui, alors votre famille... qui arrive à la fin du 19e siècle, qui s'installe là. Oui. Oui, c'est intéressant. Comment ça s'est passé? Quelle est l'histoire? Alors là, je ne sais pas grand-chose. Ce que je sais, mon ancêtre travaillait dans la poste. Mais la poste, peut-être parce que ça avait été en relais, justement. Il y avait peut-être un lien avec... je ne sais pas. Et donc, il ne travaillait pas les terres. C'est pour ça qu'il avait un fermier. Aujourd'hui, la petite maison de Jacques. Oui, la maison du Jacques, elle est à une de mes sœurs, parce que c'est resté dans la famille. Moi, j'aime mes racines, donc j'avais une partie de mes racines qui était paternelle ici. C'était la famille... Alors, c'est la famille paternelle. Et moi, je suis toujours venue. Mon grand-père était... Alors, tous ceux qui ont vécu au Gravas, que ce soit mes grandes-tantes, mon grand-père, et puis moi, après, j'ai pris la suite, et mon père était pareil, on est viscéralement attachés à ce Gravas. Ça, je sais pas vous l'expliquer, parce que c'était pas du tout confortable autrefois, mais c'est là. J'ai plusieurs racines, mais c'est celle-là qui compte. Alors, elles ont été construites dans l'enfance, j'imagine. Oui, et encore que je ne suis pas... Je venais voir mon arrière-grand-mère, mais je passais mes vacances à Vologne, parce que mes grands-parents avaient acheté une maison à Vologne, et nous venions de temps en temps au Grand-Las. On ne venait pas tout le temps, je n'ai pas vécu toute petite, mais on venait voir mon arrière-grand-mère qui était là-bas dans la maison du Jacques, la maison du fond, et... Elle est morte quand j'avais 13 ans, donc je l'ai bien connue. Donc on venait au Gravas 2 ou 3 fois dans l'été, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est ici que sont mes racines. Je les sens comme ça. Le nom de famille de cette branche paternelle? Fabre. C'est un nom très provençal. Fabre, et mon arrière-grand-mère était une bouchée, il y a beaucoup de bouchers à... Oui. Famille Boucher, oui, tout à fait. Et Fabre. La famille Fabre s'est perdue, il n'y avait plus que mon père qui s'appelait Fabre. Et maintenant, il n'y a plus personne parce que j'ai pas eu de fils. Il n'a pas eu de fils.
Donc la famille Fabre, le nom de Fabre a disparu. Et pour la transmission, justement, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres, dans tes enfants aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants ou petits-enfants, de ton côté ou du côté de tes sœurs, qui aimeraient, en fait, viscéralement reprendre ce domaine? J'ai tout fait pour ça, moi. Dès qu'ils étaient petits, je les amenais ici. J'ai tout fait pour qu'ils ressentent quelque chose. Mon fils, qui est à Marseille, me dit toujours, quand je vais être à la retraite, je vais venir. Oui, mon fils. D'accord. Mon fils, et puis je pense que j'ai de petits-fils, peut-être, je ne sais pas. Mais mon fils, c'est sûr qu'il assurera la relève. Je crois que c'est la continuité avec les ancêtres. C'est un pays que j'aime d'abord. Et puis, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai habité beaucoup plus ailleurs qu'ici pendant ma vie professionnelle. Mais c'est ici que je me sens bien. Quand vous dites ici, c'est le pays de Durance, c'est les Alpes. Oui, mais c'est surtout ici, la montagne de Lure. Oui, la montagne de Lure, c'est pas tellement la Durance. Nous avons habité à Volonne avec mes grands-parents un certain temps, mais c'est pas Volonne qui m'intéresse. C'est Lure. C'est ici. C'est le fait que ça soit adossé à Lure oui. Et puis le sentiment de racine familiale. Ouais. Voilà. Et dans une maison ancienne. Oui. Et dans une maison qui a une âme. Qui a une âme, une histoire. Oui, qui a une âme, qui a une histoire qu'on ne connaît sûrement pas tout à fait. Il a dû se passer beaucoup de choses. Hein? Mais oui, c'est une maison qui a une âme. Voilà. Et en même temps, qui est au départ annexe d'un château, et ensuite qui est un lieu de passage. Oui, lieu de passage. Pour le courrier, pour les gens. Oui. Mais mon grand-père était né au Forest. Était né peut-être au Gravas, je ne sais pas. Non, il est né en 1881, donc on n'avait pas encore acheté le Gravas. Il a dû naître au Forest. Il a eu un frère 2 ans après, et tous les deux allaient à pied à l'école à Pépin. Et alors, donc toute votre famille en fait. Oui, toute la famille. Les sœurs de mon grand-père, elles étaient un peu plus jeunes. Elles racontaient qu'elles étaient allées à l'école au Forest, parce que le Forest avait enfin une école. Ce qu'elles n'avaient pas dans les années 80 sans doute, puisqu'ils allaient à Pépin au fond. Sur cette photo que l'on voit là. Oui. Donc il y a les membres de ta famille. Alors c'est la mère de mon arrière-grand-mère. C'est une bouchée. C'est une bouchée. Elle est sur la photo. Et puis il y a mes grandes-tantes qui étaient jeunes encore et les grands-oncles. Et ça date de quand? Des années 30. Je n'étais pas née moi sans doute quand on a fait cette photo. Et cette maison, le Gravas, les gens du coin la connaissent, ça a une importance. Il y a des gens qui l'appellent le château, mais ça n'a rien d'un château, c'est pas comme parce qu'elle a des tours, mais c'est pas un château, ça n'a jamais été. Si, ça a été seigneurial, mais c'était qu'une annexe du château. Et oui, le Gravas, on le connaît. On le connaît. Il y a eu un beau succès pour les Journées du patrimoine. Beaucoup de gens étaient venus. Qui étaient venus parce qu'ils n'étaient jamais rentrés dans la cour. Ils passaient devant, ils le disaient. On passait devant, vous voyez. C'était pas une maison comme les autres, mais ils étaient contents d'entrer. Ah oui, très très bon. Comment vous voyez l'avenir du lieu, de la région, de Aubignosc, en général de Pépin peut-être, enfin du coin, de votre coin à vous là? Comment vous le voyez changer? Moi, la maison, je pense que elle va encore quand même rester quelques générations dans la famille, parce que mon fils y tient, et puis il va bien se débrouiller de la faire aimer à ses descendants. Puis j'ai des petits-fils qui eux sont restés dans la région. Je pense que la maison, elle va être encore un peu
Enfin, j'espère qu'elle va rester dans la famille encore un certain temps. Moi, j'habitais Marseille. Mes grands-parents n'ont pas habité tout de suite parce que cette maison, elle a été occupée par des sœurs de mon grand-père. Enfin bref, mes grands-parents sont venus y habiter dans les années... à partir de 1950 à peu près, ils sont venus vivre là. Donc à ce moment-là, je venais... Avant, on venait voir l'arrière-grand-mère, mais on venait la journée. On venait à pied, d'ailleurs, je me rappelle, de Volonne. Je trouvais que c'était très long. On voyait l'arrière-grand-mère et on repartait. Mais ensuite, mes grands-parents sont venus habiter ici vers 1950, donc je commençais à passer des vacances ici. Donc j'ai mieux connu la région. J'ai fait de la bicyclette, j'ai marché, on montait. Il était traditionnel quand tous arrivent, parce que tous arrivaient pour les vacances, pour leurs congés. Alors tout le monde se retrouvait, c'était des grandes réunions familiales. C'est sur les escaliers de ma cuisine, voilà les photos familiales. Je suis la plus petite, moi. Ah oui. Donc il y avait... C'est toute la famille, là il y avait les frères et sœurs de mon grand-père et puis toute sa famille. Et ça, c'est dans les années... Ben ça devait être dans les années 39, un peu juste avant la guerre. Mes grands-parents après ont habité là l'été, donc je venais passer mes vacances chez mes grands-parents. Et puis mes parents arrivaient au mois d'août, c'était le lieu de vacances ici. Ils m'ont même dit que j'avais été conçue en bas, dans une des pièces en bas. Alors vous voyez, peut-être que c'est de là que vient ce sens de sentiment de racine. J'ai été conçue ici. Et à partir de quand vous décidez à la retraite que vous décidez de... Mon mari, parce que mon mari était du nord de la France, il trouvait que rien n'était assez vert, qu'il n'y avait pas de... Et quand il est arrivé ici, pourtant on ne peut pas dire que le Gravas est particulièrement vert, il a été séduit. La première fois qu'il est venu, il aimait les vieilles choses, donc il a aimé la maison, il a aimé le pays, et on a décidé d'un commun accord qu'on passerait notre retraite ici. Voilà. Et moi j'étais bien contente qu'il ait adopté le Gravas, parce que moi aussi je comptais bien revenir ici. Voilà. Et vous vous êtes installé à partir de quelle année à peu près? À partir de quelle année vous vous êtes installé ici alors? On s'est installé en 80. J'ai pris ma retraite en 93. En 93. Donc mon mari avait 2 ans de moins que moi. On est encore resté 2 ans. Enfin, on venait en vacances, hein. Mais on s'est installé vraiment définitivement en 97. Ah oui. Et donc vous avez vu tous les changements depuis 97. Oui. Et là, il y en a eu beaucoup parce que il y a eu Internet, il y a eu la radio. Oui, bien sûr. Ouais. On n'avait même pas le téléphone ici au début. Même en 97? En 97, on l'a fait installer quand on est arrivé, parce que la maison, on venait en vacances, on s'en passait. Très isolé d'Aubignosc et du Forez, on est loin. On ne voit pas beaucoup la population. Je connais personne à Aubignosc, à part toi et au Forest, on avait des cousins. Quand on arrivait, il fallait toujours aller dire bonjour aux cousins à la cousine, mais on allait les voir en arrivant, et puis après, on les voyait plus. Hein, ils ont leur vie au Forest, et nous, on avait la nôtre au Gravas. Oui. Alors, est-ce que dans tes souvenirs, ou est-ce que dans les souvenirs de tes oncles, tantes ou ancêtres qui ont vécu ici, est-ce que tu les as entendus dire, par exemple, qu'il y avait davantage de vie au sein du village, ou d'échanges entre les gens, de contact entre les gens? Non, je pense pas, non. Non, ils s'en plaignaient pas. Et on a toujours été un peu isolés ici, quand même, par rapport au village. Isolés, mais en famille. Et puis on vivait en famille, voilà. Parce qu'il y avait quand même plusieurs habitations.
on devait être 4 familles au moins, avec les voisins. Là, on a des voisins quand même. Hein. Mais il y avait les frères et sœurs de mon grand-père. Donc ça faisait 4 foyers ici. Oui. Donc on vivait beaucoup en famille. Et alors il y a une chose qui a disparu et qui était... Mais ça c'était partout comme ça, quand on habitait Volonne c'était pareil. Il n'y avait pas de télévision et les soirs d'été, on prenait le frais. Alors on prenait le frais, on arrivait avec sa chaise et on se regroupait. Alors on a fait ça à Volonne quand mes grands-parents habitaient à Volonne, mais ici, après... ils sont venus s'établir ici, et alors toute la famille, les tantes, les oncles, les cousins, tout le monde arrivait avec sa chaise le soir, et on s'installait en bas, sous le tilleul, là, où il y a un banc. Alors il y avait une brochette, et puis on apportait des chaises supplémentaires. Alors là, les nuits d'été sont formidables ici. Alors ça, c'était la vieille grand-mère, c'est celle qui est là, je crois. Ma grand-mère. Alors, il y en a un qui dort, c'est mon grand-père, parce qu'il s'endormait. Il s'est endormi. Ah, mais c'est dans la journée. Mais le soir, on reprenait ces places-là. Il y avait ceux qui n'avaient pas de place, qui arrivaient avec un fauteuil pliant. Et on veillait, on faisait la veillée. On disait qu'on prenait le frais. Oui, les vieux avaient toujours des histoires à raconter. Oui, oui. Puis on parlait des faits d'hiver aussi, bien sûr. Et ça, c'était quoi? C'était pareil, un peu avant la guerre? C'est pas un peu avant la guerre, c'est ça? C'était... Ma mère était enceinte. Ah, ouais. Donc c'était en 34. 33. Les années 30, quoi. Ma mère, c'est celle qui est assise là-bas, la plus jeune. C'est cette porte qu'on voit ici? Oui, c'est la porte en bas. Et c'était la porte de l'auberge, ça, ou c'était... cette tour a été bâtie plus tard. Quand mon arrière-grand-père a acheté le Gravas, la même année, parce que pour monter de la cuisine, on passait par là, il y avait un escalier qui devait arriver là-dedans, et qui était sûrement très, très, très incommode. Et quand il a acheté le Gravas, la même année, parce que j'ai retrouvé des papiers, des documents où il demandait l'autorisation de faire une tour qui dépasserait un petit peu sur la route, là. Et donc, elle date de 82-83, la tour. Et puis, il y en a encore une autre là-bas, mais qui est encore plus tardive. Oui, voilà. Oui. C'est pour ça que les gens disent que c'est un château, parce qu'il y a des tours. Il y a des tours partout. Oui. Ici, c'est l'entrée officielle, ça. D'accord, ah oui, d'accord. Et la vie au Forest, dans ces années-là, en fait? La vie au Forest, on avait très peu de liens avec mon grand-père, oui, parce qu'il avait été enfant ici, il avait des connaissances au Forest, mais ça avait beaucoup changé, les vieux petit à petit disparaissaient. On avait donc une vieille cousine à qui on allait faire la visite officielle dès qu'on arrivait, toutes les années, à toutes les vacances, mais après les générations, on s'est perdu de vue. Moi, on en a encore, on se dit encore cousin, cousine, mais c'est la mode de Bretagne. Voilà, la mode du Forest. Il y en a qui sont à Nîmes, il y en a qui voilà. J'ai encore quelques liens en bas. Dans toutes les fermes, il y avait un élevage vers à soie, il y avait des magnaneries. Et en bas, à la maison qui est en face de la fontaine, qu'on appelle, on l'a toujours appelée la Bastille, pas la Bastide, mais la Bastille, il y avait, alors celle qu'on appelait les demoiselles de la Bastille, c'était 3 vieilles filles, c'est assez pittoresque l'histoire. Alors l'aînée avait l'âge de mon grand-père, elle s'appelait Louise, après il y avait Gabrielle, et il y avait Marie qui était vouée à Marie, qui était toujours en robe bleue. Et elles me paraissaient très vieilles, je ne sais pas quel âge elles pouvaient avoir, mais elles se sont fait très vieilles, et puis l'aînée avait l'âge de mon grand-père, donc je la trouvais vieille. Et elles passaient l'été, elles avaient leur verre à soie en bas, dans leur maison, on élevait les verres à soie sur des grandes clés, couvertes de feuilles de mûrier. Elles passaient leur journée, en été les vers commençaient à être gros et voraces,
Et elles passaient leur journée, toutes vieilles qu'elles étaient, sur des petites échelles, et elles venaient tout autour de partout cueillir des feuilles, couper des feuilles de mûrier pour les apporter à leur verre. Alors il y a mûrier là autour du Gravas, et c'était toujours parce qu'il y avait eu aussi une magnanerie ici dans des temps plus anciens, il y en avait partout. Alors quand j'étais petite, j'allais voir les vers à soie et elles m'en donnaient 2 ou 3 que j'emportais, merci, dans une boîte, un carton que j'ai levé, je leur donnais des feuilles de mûrier. Et quand ils devenaient gros comme le doigt, après j'en avais peur et je les leur rapportais. Voilà. Alors cette histoire de verre à soie, je voulais vous la raconter parce que c'est assez pittoresque. Ça s'est perdu complètement. Il n'y a plus de magnanerie. Je crois qu'il ne doit plus y en avoir dans le pays. Aujourd'hui, elle se situe où cette maison? C'est la maison qui est en face de la fontaine, où habite Christine. Gilles Garcin. Voilà, Gilles Garcin, oui. D'accord, ok. D'accord. Et il y avait trois vieilles filles, 3 sœurs. Leur nom de famille? Oui, 3 sœurs qui ne s'étaient pas mariées, qui vivaient ensemble. Elles s'appelaient comment, leur nom de famille? Tu t'en souviens? On les appelait les demoiselles Bastille, mais je ne sais plus comment elles s'appelaient, leur famille. On était vaguement apparentés par mon grand-père. C'est pour ça qu'on les appelait les cousines de la Bastille. C'était à la mode de Bretagne. Elles étaient assez pittoresques. Et c'était en quelle année à peu près? Quelle décennie? C'est quand j'étais dans les années 30-40. Je ne sais pas en quelle année elles sont mortes, mais... mon grand-père est mort en 1960. Louise, qui était l'aînée, elle a dû mourir dans les 3 ou 4 années avant lui. Donc, entre 50, vers 55, je sais pas, elle vivait en bas, là, à la Bastille. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes générations sur l'importance du patrimoine et des valeurs familiales? Je ne sais pas si... J'espère de les communiquer à mes petits-fils, mais je ne sais pas. Tu leur en parles comment? Je raconte, et puis ils sentent bien. Mais je crois que ça marchera, je crois qu'ils garderont quand même. Ouais. J'ai un petit-fils qui habite Marseille, à qui j'ai donné le code civil de mon arrière-grand-père, parce que cet arrière-grand-père, qui s'appelait Fortuné Fabre, il avait été maire de Bouignosc 2 fois, à 2 reprises. Marié, et il avait un code civil avec le modèle de l'acte de mariage. Il était écrit de sa main, il était glissé dans les feuilles. Et ce petit code civil était gros comme ça, un vieux livre en cuir, relié en cuir. Je l'ai donné à un de mes petits-fils. Et alors, j'ai appris, je suis très contente, je ne suis pas allée chez lui, mais on m'a dit qu'il avait mis sur une étagère, bien en vue, enfin c'était... Voilà, alors ça m'a fait plaisir, parce que ça prouve que, ça y est, le lien est créé. C'est des vieux actes, mais en fait, c'est des photocopies. Toi, tu aimes bien les vieux papiers, mais et ce sont des photocopies. Moi aussi, parce que c'était très important pour le partage de l'eau. La fontaine appartenait au Seigneur. J'ai retrouvé un acte de vente à un de mes ancêtres d'une source qui est là-bas, perdue par là-bas, et dont l'eau arrive à la fontaine. Le lavoir, c'est ça? Et le lavoir. Alors, j'ai retrouvé un acte. Des jours, on avait droit à l'eau. Ce règlement, il y est sûrement encore. Je ne sais pas si on le respecte, mais il y avait un règlement pour se répartir l'eau. Et alors, la fontaine était mise à disposition des habitants. La source nous appartenait, mais la fontaine était mise à disposition des habitants du Forest. Et les versures, ils appelaient les versures, les déversoirs, ils appelaient ça des versures, étaient pour nous. Alors, derrière la fontaine, il y a des bassins, et ces bassins, c'est de l'eau dont nous disposons pour arroser les 4 morceaux de terre qui sont derrière. On n'avait pas l'eau, c'était très important, parce que l'eau, elle est arrivée un peu avant 1960 ici, l'eau courante. Et mon grand-père
partait, je me rappelle très bien, il mettait 3 ou 4 arrosoirs sur une brouette et il allait chercher l'eau à la fontaine. Et on se servait aussi beaucoup de l'eau du puits, il y a un puits dans la cour. Il servait aussi de frigidaire parce que je me rappelle qu'il mettait des bouteilles dans un seau et qu'il descendait les bouteilles d'eau pour avoir de l'eau fraîche. L'été, on descendait les bouteilles d'eau dans le seau au fond du puits. D'eau et de vin aussi. Oui, mais ça devait se faire comme ça partout. Oui. Et il y a encore de l'eau au puits. En parlant d'eau fraîche, on a aussi une glacière. Il y a une glacière. Alors il y a une glacière. C'est la dernière glacière qui a fonctionné. Et je pense qu'elle a fonctionné parce que justement il y avait une auberge et qu'on devait avoir besoin de mettre des aliments au frais ou je sais pas. Alors la glacière est au coin du Gravas, dans cette direction-là, au nord. Le coin nord du Gravas. On voit encore un peu, quand on visite Gravas, le jour de la fête du patrimoine, on l'a montré, la glacière. Il y a encore les traces dans cette commune cave. Il y a de très belles remises, alors avec des voûtes. Une maison qui elle-même est enracinée dans des terres, avec de l'eau. Oui, avec, oui. C'est pas que la maison. Non, c'est aussi... mais les terres, elles sont en bas, parce qu'ici, il n'y a que le puits. Ah oui, les terres sont... Les terres sont en bas à la fontaine, là. Oui. La maison qui est comme un passage entre le cultivé qui est là, oui, et le sauvage qui est là, qui est derrière. Qui est mûr. Et vous aviez dit, ce qui me donne les racines, c'est mûr. C'est voilà. le côté sauvage. Oui, côté sauvage. Et il y a un four à chaud, il y avait un four à chaud, alors un peu plus haut, là, à 50 mètres. Il y avait encore, il y a quelques années, on voyait encore les ruines, maintenant c'est envahi par les arbustes et la végétation. Et il y avait un four à chaud. Là-haut, côté... Oui, côté à 50 mètres, là. Ça. Je pense à ce qui a changé dans la vie. Il faut voir que on n'avait pas de voiture. Quand on n'avait pas de voiture, bon, il y avait la voiture à cheval. Donc ils utilisaient beaucoup la voiture à cheval. Ma grand-mère et mon grand-père, quand ils partaient, et alors ils allaient, bien sûr, il y avait la foire de Sisteron, c'était sacré, il fallait y aller. Donc on partait en voiture à cheval. Alors ma grand-mère me racontait que, et le grand-père aussi d'ailleurs, qu'ils étaient suivis à distance par des loups sur la route. Là, il y avait des loups, et il y en a encore maintenant, ça recommence. Il y en a un qui rôde un peu en ce moment la nuit. Oui. Oui, il y a de nouveau des loups. Mais là, il y en avait sûrement davantage. Et mon grand-père racontait aussi que quand il avait 9 ou 10 ans, son grand-père à lui avait dit « Je te donnerai une pièce d'or si ce soir, quand il fait nuit, tu fais le tour du Gravas en courant. » Et il l'a fait. Et c'était l'époque où les loups descendaient à la nuit. Il n'a pas vu de loup. Il a fait le tour du Gravas et il a eu sa pièce d'or. Ouais. Mon père, lui, avait des souvenirs parce que à la veillée, justement, il descendait. En bas, maintenant, il n'y a plus rien. Enfin, c'est à l'abandon, le rez-de-chaussée, c'est devenu un débarras pour moi. Mais on vivait en bas, il y avait la grande cuisine, la cheminée énorme. Maintenant, la cheminée, elle a été transformée. Mais il y avait la grande cheminée où on entrait, quoi, la grande cheminée. Et puis, il y avait moins de cloisons. On a fait des cloisons. Il y avait une très grande cuisine en bas, la cuisine de l'auberge. Alors mon père se rappelait quand il était petit, lui, la veillée se passait en bas devant la cheminée et qu'on racontait beaucoup d'histoires. Voilà.
Et vous en avez une en particulier d'histoire? Non. Une légende purement locale, par exemple? Des histoires locales, des histoires des uns et des autres, des faits divers. Ah oui, ce qui se passe. Oui, tout ce qu'on disait après, plus tard, quand on prenait le frais là sur nos chaises en bas, sous le tilleul, c'est pareil, hein, chacun raconte son histoire, ce qu'il a fait dans la journée, ou un souvenir, c'est très, très varié. Pendant l'année où j'ai terminé mes études de géographie, j'étais à la Sorbonne, à Paris, et j'avais choisi comme sujet d'étude, avec l'aide de mon professeur de géographie, parce qu'il fallait qu'il soit d'accord, je lui ai proposé de faire l'étude de la vallée du Jabron. Et il avait trouvé que c'était intéressant, donc j'ai passé tout un été, je me suis acheté un scooter, et j'ai circulé depuis le Gravas jusqu'à la vallée du Jabron. Tous les jours, j'ai passé mon été dans la vallée du Jabron à interroger les habitants, les vieux qui se chauffaient au soleil, les commerçants. Enfin, j'ai fait un gros travail sur la vallée du Jabron. Alors là, il s'agissait d'étudier le relief, le climat, et puis la vie économique, les activités, voilà. Donc, mon diplôme, le voilà. Vous allez avoir un tableau de la vallée du Jabron dans ces années-là. C'était en quelle année? Il doit y avoir la date, je crois que c'était 59-60. Ça doit être en 59 que j'ai fait cette étude, l'été 59. Oui. C'est juste pour avoir... Oui. Et il y a les noms des personnes que vous avez rencontrées ou... Ah, j'ai interrogé les commerçants, je me rappelle que j'avais rencontré à Saint-Vincent-sur-Jabron un boulanger qui était très sympathique. Mais enfin, vous verrez, j'ai interrogé. Et vous verrez comment... À chaque fois, vous interrogez quelqu'un et il y a des personnes... Oui, mais j'ai fait une étude aussi... je suis allée sur le terrain, j'ai regardé... je faisais une étude à la fois de géographie physique et humaine. Ça, c'était avant de terminer les études de géographie, il fallait faire un diplôme. Avant l'agrégation, il fallait faire un diplôme d'études supérieures. Oui. Alors on choisissait un sujet, et moi avec mon professeur de Paris, il était content parce que ça allait un peu lui faire lire des choses dépaysantes pour lui. Voilà.